Martino. L'opinion populaire. On parle avec Luc Laliberté. Et Luc, j'ai pas reçu tes sujets. Je sais pas de quoi tu veux me parler. Il se passe pas grand-chose aux États-Unis ces temps-ci. Y a-t-il quelque chose qui s'est passé que j'ai pas vu? Écoute, on annonce une belle fin de semaine à Boston pour ceux qui seraient tentés d'aller visiter la ville. Donc, je voulais parler de température, changement climatique. Donc Écoute, oui, le verdict est tombé hier. Puis, écoute, sincèrement, j'avoue mon étonnement pour deux choses. Un, la rapidité avec laquelle on est parvenu à une décision. 4h, 16h15 hier, 4h15, le juge dit aux avocats au tribunal, écoutez, je vais libérer les jurés vers 4h30. Il reste une quinzaine de minutes. Je travaille avec des collègues comme Richard Latendresse où on avait des textes à sortir pour samedi. Puis on s'est dit, OK, pas de verdict, on maintient le cap, on change rien à notre contenu. 15 minutes plus tard, donc on se fait prendre un peu de cours. On a un verdict. Et l'autre surprise, au-delà de la rapidité avec laquelle on a conclu l'affaire, il est coupable de tous les chefs d'accusation. Faut rappeler qu'il y avait plusieurs scénarios possibles. Hein. On aurait pu, à l'unanimité, donc l'innocenter, reconnaître qu'il était non coupable. La décision étant particulièrement rapide, ça aurait été étonnant, considérant la preuve que ce soit ça qu'on annonce. Il y avait une possibilité qu'on se soit entendu à l'unanimité, sur certains chefs d'accusation, mais qu'on en exclut d'autres. Comme c'était rapide, ça excluait aussi le fait que le jury dise on n'est pas capable de s'entendre, on met fin aux travaux. Donc, mais qu'on le reconnaisse coupable des 34 chefs, j'avoue avoir été étonné, considérant qu'il y avait beaucoup qui reposaient sur le témoignage de Michael Cohen. Ça veut dire qu'on a reconnu aux autres témoins et aux preuves déposées un poids énorme. On a considéré que malgré le fait que Cohen est un menteur, en tout cas, il a menti à de nombreuses occasions, malgré ça, ce qu'il y avait autour corroborait ce que Michael Cohen est venu raconter. Donc, et prenons un moment pour bien marquer le coup. Pour la première fois de l'histoire, non seulement un président a été accusé, mais un président a été criminellement reconnu responsable. On a donc un criminel qui, au moment où on se parle, est le candidat en avance dans les sondages pour être le prochain président des États-Unis. Luc, je regardais le New York Post ce matin. Ouais. Et la une, c'est Injustice. Et là, je me dis, OK, dans le fond, c'est Donald Trump qui dit ça. Mais là, je regarde la une et c'est pas entre guillemets. C'est pas entre guillemets. On ne cite pas Donald Trump qui dit c'est une injustice. C'est le New York Post qui dit que ça, c'est une opération politique et c'est une injustice. Écoute, les médias conservateurs se sont donné la main hier en fin de journée et ce matin, et c'est ni plus ni moins qu'une attaque contre tout le système de justice. J'ai envie de te dire, la République américaine qu'on mène de front. Quand on dit qu'il y a injustice, on peut dire qu'il y a des motifs pour aller en appel. Et ça, je partagerais tout à fait cette position-là. Quand on regarde les consignes que le juge a données aux jurés, par exemple, il y a une prise. Quand on regarde certains éléments de preuve, il y a également une prise. Et Donald Trump va aller en appel. Qu'on réfléchisse au jugement et qu'on vienne dire ensuite il y a matière à appel, je serais tout à fait d'accord. Qu'on dise qu'il y a eu injustice, c'est un procès qui a été mené dans les règles de l'art et dans lequel Donald Trump a même été traité en privilégié. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui a défié le bâillon qu'on lui imposait à de multiples reprises. Le juge l'a averti, je ne veux pas vous envoyer derrière les barreaux, M. Trump, parce que vous êtes un ancien président et peut-être le prochain président. Je veux, vous et nous, éviter ça. Et Donald Trump, à sa sortie du tribunal, lance un message qui est récupéré en cœur par l'ensemble des médias de droite aux États-Unis. Et c'est de tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, la chose qui m'inquiète le plus. Faut se rappeler, c'est pas rien, Richard, puis prenons encore une fois le temps d'inscrire ça dans nos notes. 7 proches ou anciens conseillers de Donald Trump ont été condamnés, se sont retrouvés derrière les barreaux, dont son ancien avocat Michael Cohen.
Il a accordé des pardons présidentiels à certains d'entre eux. Le président lui-même a déjà été reconnu coupable dans d'autres affaires, dont fraude avec sa compagnie, fraude en affaires. Il a été reconnu coupable de diffamation, d'agression sexuelle. Il est accusé dans 3 autres crimes graves, dont 2 particulièrement graves en Georgie et à Washington. Et il refuse toujours de reconnaître les résultats de l'élection 2020 après avoir échoué une 60aine de fois devant les tribunaux, dans des tribunaux où des juges nommés par des républicains, parce qu'on parle de récupération politique du système, c'est la raison pour laquelle j'insiste. Donc, malgré tout ça, même s'il a été débouté dans les causes qu'il portait et ensuite condamné dans celles pour lesquelles il était attaqué, on continue de défendre Donald Trump. Et ça, c'est le danger. Oublions gauche et droite, oublions woke et extrême droite. Quand on remet en question, quand des médias sapent les bases mêmes de la République, on est rendu ailleurs, Richard. On est rendu ailleurs. La sentence sera donnée le 11 juillet, je crois, avant même sa nomination officielle comme candidat du Parti républicain. Est-ce que, mon Dieu, il va y avoir un sursaut de décence chez les républicains où on va dire ça n'a pas de bon sens, on peut pas s'allier avec ce gars-là? Moi, c'est une des choses que je surveille et j'écrivais un petit peu là-dessus hier soir après le jugement. Il n'y aura pas de changement brusque et majeur à mon humble avis. Donc, les dés sont à peu près... on a roulé les dés pour la plupart des électeurs. On sait pour qui on va voter. Et si on avait eu à larguer Donald Trump, on l'aurait fait avant. Ce qu'il faut avoir à l'œil, c'est cette poignée d'électeurs à laquelle je m'intéresse le plus depuis plusieurs mois déjà. Les électeurs qui, dans les États pivots, sont soit indécis, soit indépendants. Il en reste pas beaucoup, mais ça va se jouer par pas beaucoup. Donc, je m'intéresse aux indépendants, aux indécis, ou encore à ces républicains déçus qui préféraient appuyer Nikki Haley que Donald Trump. Il y a des républicains qui ont le haut le cœur devant la situation actuelle, puis devant le changement d'un parti auquel ils ont adhéré il y a des années, mais qui ne se ressemble plus, qui n'est plus ce qu'il était il y a même 8 ans. Ce sont ces électeurs-là qui peuvent faire la différence. Ça suffira peut-être pas. Biden a d'autres faiblesses, d'autres carences et d'autres problèmes à gérer. Mais je pense que s'il y a des retombées, elles vont être favorables à Joe Biden dans les États pivots. Écoute, si sa sentence, là, j'imagine, on ne donnera pas une sentence de prison, tu le dis, le juge dit... Je suis étonné. Bon, mais ça peut être une sentence quand même assez lourde et c'est quand même surréaliste là, que le gars va présenter le Parti républicain avec une sentence lourde, une condamnation civile pour agression sexuelle aussi, il faut le dire. Là. Oui. En passant, il ne pourrait pas, c'est une question qu'on m'a posée hier, il ne pourrait pas s'accorder une grâce ou un pardon présidentiel pour le jugement à New York. Pas plus qu'il ne pourrait le faire en Géorgie. Faudrait voir ensuite, peut-il le faire dans d'autres causes fédérales s'il est président? Ça, les constitutionnalistes en débattent au moment où on se parle. Mais ce sont des causes qui relèvent des États. Et comme président, il n'a aucune prise là-dessus. Donc, on pourrait effectivement avoir un président en exercice qui est un criminel, donc qui a été jugé et condamné. Donc, on l'a répété souvent, hein, mais que veux-tu? C'est l'historien en moi qui parle dessus. Je comprends on bien. n'a jamais vu ça. Je comprends bien être anti-système, là, mais à un moment donné, c'est avoir tout promené. Là, si tu ne crois même plus au système de justice, tu ne crois plus au système politique, tu crois plus. Mais tu crois en rien, c'est quoi? C'est que ça donne, ça, comme pays. Ça. C'est une démocratie qui est profondément malade. Quand je parle d'inquiétude, je le fais comme quelqu'un qui est passionné par les États-Unis depuis des années, par l'histoire et par la politique américaine, mais je suis surtout inquiet comme voisin. J'essaie d'imaginer, peu importe qui aura à gérer ça éventuellement. Est-ce que ce sera M. Trudeau qui va être encore en poste et qui va le rester? Est-ce que ce sera M. Poilievre? Comment on va gérer un voisin qui est en train de saper les bases de son propre système? Habituellement, on préfère la stabilité. Est-ce que la stabilité empêche des réformes et des changements? Parfois, c'est trop long à notre goût et ça, je le comprends. Mais je crains beaucoup ce que va devenir notre voisin en cas de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et c'est parce que Donald Trump est déjà allé à la Maison-Blanche et qu'il aurait survécu à tout ça que je le crains plus que pour le premier mandat de 2016-2017. Il connaît le système, il l'a testé.
Et si on lui permet d'aller au-delà de tout ce qu'il a fait, et le mot fait est important, là, c'est le verbe faire, mais ce sont les faits aussi. On n'est pas dans un univers parallèle. Là. Il y a de nombreux faits qui appuient ce qu'on est en train de dire, ou ce dont on est en train de discuter. Moi, je le crains plus, deuxième version, unleashed, hein, déchaîné, plus que la première. Mais tu sais, mettons, là, en terminant, là, t'as des condamnations comme ça. Tu pourrais pas, je sais pas, être président d'un CA d'entreprise. Tu pourrais pas avoir un poste de haut cadre dans une grosse entreprise avec un dossier comme celui-là. Ouais. Mais tu peux être le boss des bécosses. Ça, tu peux être le boss des boss. Dans certains cas, ce ne sera pas le cas là, à New York parce qu'il est inscrit comme électeur dans l'État de la Floride. Mais dans certains cas, il n'aurait pas le droit de voter pour lui-même après une condamnation, mais être président malgré tout. Ça donne une idée à quel point... J'aime bien ta réaction. Il y a des choses renversantes là-dedans. Mais ça montre bien à quel point, dans la tête des pères fondateurs, on pouvait pas... Quand je dis que c'est surréaliste, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer un scénario comme celui-là. Qu'un condamné, qu'un criminel puisse accéder à la Maison-Blanche. Et c'est la raison pour laquelle il y a que 3 grands critères, hein, finalement, pour devenir président. C'est tout ce que la Constitution nous donne comme mode de fonctionnement ou comme balise. Hein, faut être né aux États-Unis, il faut avoir au moins 35 ans et avoir habité les 14 dernières années aux États-Unis. Donc, à partir du moment où on respecte ça, M. Trump entre dans l'histoire. Quand je dis entre dans l'histoire en passant, c'est que ça s'est déjà produit dans les années 20. On n'a jamais autant parlé de M. Dodd depuis des années. Donc, c'est un candidat socialiste, un candidat plus marginal qui avait peu de chances de l'emporter, mais il avait quand même obtenu 1 million de votes en étant derrière les barreaux. Mais là, dans ce cas-ci, on parle du candidat d'un des 2 grands partis et celui qui, dans les sondages, au moment où on se parle, serait le gagnant. Incroyable. Il y a une bonne nouvelle à tirer de ça. Une seule bonne nouvelle. C'est que tu vas être chroniqueur pendant au moins 4 ans dans mon show. C'est excellent. Égoïstement, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Bon week-end malgré tout, mon cher Luc. Salut. Bye, Richard. Bonne fin de semaine.